Avec SOS fin de vie. Allez-y, monsieur. Oui, Tuc du Alderville. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs les députés, de m'accueillir. Au nom de SOS Fin de Vie, aussi d'Alliance Vita, beaucoup de ce qui a été dit répond vraiment aux soucis que nous observons dans notre service d'écoute. Nous l'avons lancé après la canicule de 2003. Vous savez qu'il y a eu une surmortalité des personnes âgées d'environ 20 000 personnes pendant cet été. Nous sommes allés à la rencontre des personnes âgées. Nous avons découvert au fond que leurs attentes étaient à la fois multiples et parfois beaucoup plus simples qu'on imaginait. On a lancé ensuite un service Internet et puis téléphonique d'écoute et d'aide aux personnes confrontées aux difficultés de fin de vie. Et en quelques mots, ce qui nous revient le plus souvent, c'est une forme de confusion et de besoin très fort d'écoute et de besoin de réponse face à des malentendus. Les soignants font ce qu'ils peuvent avec le temps qu'ils ont, mais bien souvent, le dialogue soignant-soigné est comme rompu par des inquiétudes. En fin de vie, ce qui nous est confié aussi bien par des personnes concernées elles-mêmes, par des proches, par des soignants, c'est que nous sommes confrontés à une complexité de choses qui sont à la fois extrêmement douloureuses, pas seulement sur le plan physique, et même quand la douleur physique est soulagée, il reste la douleur sociale, la douleur spirituelle, la quête de qu'est-ce qui se passera après moi, et il se passe aussi de très belles choses, des choses extrêmement précieuses. J'ai personnellement assisté, si j'ose dire, à la mort de mon père dans un établissement de soins palliatifs en présence de ma mère. C'était à la fois douloureux et extrêmement beau, extrêmement respectueux, extrêmement apaisant. De certaine manière, nous avons d'ailleurs fait une grande enquête avec Alliance Vita auprès des personnes qu'on a intitulées Parlons la mort. Et nous nous sommes dit qu'il fallait parler de ces sujets, les sortir non pas d'un tabou absolu, parce que la mort ne se regarde pas en face, mais pas totalement, mais parler de ces sujets pour éviter cette grande peur et ce choix truqué dans lesquels les gens sont bien souvent, qui croient qu'il va falloir choisir entre souffrir et mourir d'une manière décidée, administrée. Nous avons développé après cette canicule un guide des 10 idées solidaires pour, au fond, lutter contre ce que nous appelons, j'espère que l'expression ne vous choquera pas trop, l'euthanasie sociale que subissent beaucoup de personnes qui sont comme désocialisées et dont la fin de vie, dont les derniers jours, y compris parfois en EHPAD, malgré les efforts faits par les uns et les autres, sont comme coupés du reste de la société. Et cette euthanasie sociale, elle fait le lit de la tentation euthanasique à nos yeux, s'il n'y a pas une forme de prise en charge. Alors, le risque pour nous, ça serait des slogans un peu réducteurs. Le mal mourir, le professeur Hirsch a dit que c'était une question effectivement compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire de mal mourir ? Pourquoi est-ce que cette expression apparaît aujourd'hui ? Est-ce qu'on meurt si mal ou tant plus mal qu'avant ? C'est pas si sûr. Et puis deux slogans un peu réducteurs et qui pourtant doivent être pris en compte, c'est l'idée que la sédation profonde et continue va régler le problème, ou que l'idée des directives anticipées va aussi régler le problème. Alors, nous avons pris en compte la dernière loi, les directives anticipées contraignantes, qui, à nos yeux, sont équilibrées dans la mesure où on ne peut pas faire du patient le prescripteur. Ce n'est pas lui qui, à la fois, a les compétences, et aussi, ça risquerait d'aboutir à des problèmes déontologiques fondamentaux pour la médecine. Nous avons saisi ces directives anticipées en constatant, et je crois que nous pouvons le faire ensemble, qu'elles sont extrêmement complexes à rédiger. Est-ce que je voudrais ou pas une trachéotomie, une gastrostomie ? Je n'en sais rien. Et donc pour nous, dans nos directives, il y a d'abord une charte toute simple, ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, à nos yeux, qui est donc une charte de confiance, des soins proportionnés, des soins palliatifs si nécessaire. Et ensuite, quand une maladie se déclenche, eh bien, on peut s'approprier, répondre par rapport à ce que le médecin nous dit, de ce qu'il va arriver, avec pour nous le souci de la souplesse. Qu'on puisse toujours rediscuter et que les directives ne deviennent pas faire écran, mais plutôt qu'elles favorisent le dialogue soignant-soigné. L'exemple type, c'est le maintien à domicile ou pas. Beaucoup de personnes, une majorité veulent mourir à domicile, mais à un certain moment, des personnes demandent à être hospitalisées pour être sécurisées par rapport à des douleurs, un accompagnement. Eh bien, il faut toujours le réviser plutôt que de les prendre au mot de quelque chose qu'elle aurait dit auparavant. Assumer la complexité, c'est aussi voir que la problématique de fin de vie est beaucoup plus complexe que celle de ce qu'on a appelé, de manière peut-être impropre, l'aide à mourir. Je vous renvoie sur une étude passionnante qu'a fait l'Espace éthique de Picardie, avec 2000 verbatims sous forme de groupes de travail autour du maintien à domicile des personnes, groupes de travail de gens qui étaient à la place de proches, de patients ou de soignants. Sur ces 2000 verbatims, moins d'une centaine ont trait à l'aide à mourir. Et c'est une
méthodologie qui s'intitule le PAT, peur, attrait, tentation. 81 de ces quelques 100 verbatims, c'est la tentation. Les gens qui ont l'impression qu'ils risquent d'être tentés par l'euthanasie. 8 qui ont une peur de l'euthanasie et seulement 3 qui ont un attrait. Le risque, c'est, selon la formule, que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Est-ce que nous pouvons assumer la complexité des fins de vie, l'aide aux aidants, le maintien ou pas à domicile, la lutte contre la douleur, le turnover des soignants, des questions de pudeur, des questions de maintien de la parole, du dialogue. Tout ça, c'est des réalités que nous avons tous en tête lorsque nous accompagnons un proche, un ami en fin de vie. Et c'est bien sûr simplificateur que d'imaginer que soit une sédation, soit des territoires anticipés vont régler ce sujet. Nous sommes préoccupés par l'image que le débat actuel sur les états neurovégétatifs et post-relationnels donne pour ces quelques 2000 patients, surtout leurs proches bien sûr, et les soignants qui, dans des structures très spécifiques, je ne sais pas si vous en avez déjà visité, mais les soignants se dévouent auprès de patients qui sont donc en état de conscience minimale ou sans conscience, avec des appels de réveil et d'endormissement, sans être capables de s'exprimer. Il y a en France un dévouement extraordinaire et des choses même magnifiques qui se vivent au chevet de ces patients. Évidemment, l'affaire emblématique avec une famille divisée qui défraie la chronique aujourd'hui est une source d'angoisse et d'inquiétude. De même que, vous l'avez sans doute noté, le départ de Anne Baer en Belgique pour y vivre un suicide assisté a été une source d'inquiétude et d'angoisse pour les patients et les associations de patients concernés par la maladie qu'elle avait et qui brusquement se sont retrouvés à se dire est-ce que la société nous reconnaît pleinement comme dignes d'être soignés et dignes d'être aimés jusqu'au bout au terme de notre vie. Et donc nous nous rendons compte que tout étant lié, telle ou telle affaire aboutit à finalement générer des inquiétudes et des angoisses et des confusions. Et bien souvent, dans notre service d'écoute et soins de vie, nous rassurons. Nous disons non, si on met cette personne au fauteuil 2 fois par semaine, et même si ça lui fait mal, c'est parce que le fait d'être assis, de verticaliser un peu la personne, ça lui donne du confort. Si on arrête l'hydratation de cette personne en fin de vie, c'est pas forcément pour l'euthanasier, c'est parce qu'en fin de vie, d'un cancer terminal, l'hydratation peut provoquer des encombrements qui sont incompatibles avec un meilleur confort de vie. Bien souvent, ce sont des explications de cet ordre que nous donnons. Voilà. Et pour terminer, je vous demande de conclure parce que vous aurez l'occasion de vous exprimer tout au long de la matinée. Merci et on a une vingtaine d'interventions parlementaires. Je termine juste par cette petite phrase peut-être. Cette question de la mort nous semble nécessiter d'être bien, je l'ai dit, donc je rajoute pas 3 mots, mais nécessité de parler davantage de la mort. Nous nous rendons compte que ça générait beaucoup d'apaisement. Et je tiens à votre disposition, si vous voulez, tous les petits fascicules dont je vous ai parlé, dont un en particulier, où nous avons recueilli des verbatims de 1000 Français autour de la mort qui sont très beaux, parfois difficiles, douloureux, mais bien souvent beaucoup plus paisibles qu'on ne l'imagine. Donc c'est cette libération de la parole qui, nous le pensons, sur la complexité de ces sujets, permettra d'éviter des solutions que nous considérons comme expéditives. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, monsieur. Nous allons donc commencer... Oui, en quelques mots, je pense que sans viser à être clivant, on est quand même devant un choix de franchir ou pas un interdit de tuer, la ligne rouge au fond. Et si on ne la franchit pas, on doit être créatif. C'est-à-dire qu'on doit assumer la difficulté, le fait de ne pas choisir, le fait d'accueillir, entre guillemets, l'imprévisible, d'être dérangé par le moment de celui qui va finir sa vie. Tandis que quand on a la possibilité de passer à l'acte, à ce moment-là, l'exception risque de ruiner la règle. Et je voudrais donner 2 points d'alerte. Le premier point d'alerte, c'est sur les EHPAD. Il y a aujourd'hui des personnes âgées dont nous savons, et vous l'avez, certains d'entre vous travaillé en profondeur, sont comme en marge de la société. Quelle tentation pour nous de considérer que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et lorsqu'elles sont dans un système de glissement, quelle tentation d'utiliser des moyens pour qu'enfin elles puissent être, entre guillemets, débarrassées de cette vie qui leur pèserait trop. C'est un énorme risque. Et c'est dans les moments justement les plus difficiles, les plus douloureux, que le fait de savoir qu'on ne passera pas à l'acte nous oblige à une solidarité beaucoup plus inventive que celle de procédés expéditifs. Et puis le deuxième point d'alerte, c'est sur le suicide. Et je pense que le mot suicide, nous avons tous
proche de nous, cette expérience qui est toujours violente et difficile et qui manifeste qu'il ne s'agit pas seulement d'une personne, mais de tout un environnement, de toute la société. Et même quand quelqu'un seul se suicide, nous sommes tous concernés. Eh bien, la crise suicidaire a besoin d'une résistance sociale, a besoin d'une prévention du suicide qui ne souffre aucune exception. Si une société commence à dire qu'il y a des bons suicides, des suicides valides, des suicides qui, parce que les vies ne valaient plus la peine d'être vécues, alors les personnes fragiles se trouvent comme poussées vers la sortie. Et nous avons, nous aussi, dans notre service d'aide, des appels venant de Belgique avec des personnes extrêmement douloureuses, des enfants qui ont été mis devant le fait accompli de la mort sans avoir été prévenus par euthanasie de leurs propres parents. Des personnes, qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles sous la pression de leur environnement. Et vous avez entendu peut-être qu'une association réclamait là-bas que toute personne de plus de 75 ans, étant fatiguée de vivre, puisse avoir accès à une forme d'euthanasie. Et ça, c'est un choix de société. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Voilà, merci. Par, monsieur Derville, parce que vous avez été interpellé 2 ou 3 fois. Merci beaucoup. Je vais essayer de bref, de procéder par petits points. Il y a une question sur le domicile. Je crois avoir dit que la majorité des personnes interrogées veulent mourir à domicile. Et la question posée, est-ce que ça ne concerne pas aussi les proches? Bien entendu. Je pense que nous ne sommes pas finalement dans une autonomie absolue, nous sommes dans des interrelations. Et ces relations doivent être prises en compte. Assez souvent d'ailleurs, entre l'aidant de proximité, dont on craint le burn-out brutal, qui provoque 2 hospitalisations parfois, et le patient, il y a tout un environnement autour qui essaie de prendre soin des deux. Et les soins palliatifs d'ailleurs sont destinés, comme vous le savez, pas seulement à la personne qui va peut-être mourir bientôt, mais aussi à ses proches, à tout son environnement. Donc je crois qu'effectivement, on doit étudier cette constellation familiale et proposer des structures de répit, cette fameuse aide aux aidants, qui a des conséquences extrêmement importantes parce que les personnes se dévouent au fond, avec parfois sans compter auprès des plus proches. Une question a été posée à propos des directives anticipées. Nous avons fait avec Alliance Vita une enquête, un sondage fait faire par l'IFOP qui indiquait que 14% des personnes avaient rédigé leurs directives anticipées. Nous affirmons, mais la loi l'affirme, qu'elles sont révisables à tout moment, ça c'est très important, et avec le médecin traitant, au fond, d'en discuter, le rédiger peut-être en sa présence, ou en tout cas qu'il puisse avoir accès à ces directives. Il y a des expériences qui sont menées en ce sens. Nous avons rédigé un petit document très pédagogique parce que les gens ne savent pas comment le faire. Je pense que nous ne savons pas comment le faire. Donc il y a une charte d'abord, et puis ensuite nous avons proposé que les personnes inscrivent 4 types d'éléments sur les dons d'organes, c'est extrêmement majeur, les proches qu'ils veulent revoir, la dimension spirituelle s'ils ont un souhait particulier dans ce domaine, et puis où souhaitent-elles finir leur vie, à domicile ou ailleurs. Et ça doit être révisable à tout moment. Et pour nous, c'est un outil du dialogue entre soignants et soignés, plus que quelque chose qui serait mis en un instant, parce que les gens ne veulent pas mourir bordés de tuyaux, c'est ce qu'ils nous disent dans la rue quand on nous interroge. Mais quand ils se retrouvent à l'hôpital, ils sont bien contents d'avoir un tuyau, entre guillemets, ou un analgésique qui passe peut-être par des tuyaux. Et donc, en situation, les gens n'ont pas forcément la même attitude que ce qu'ils avaient avant. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte au quotidien pour ne pas justement, ce que j'ai dit, prendre au mot une personne. Ce sondage montrait que 42% des Français ignoraient l'existence des directives anticipées, dont 34% des plus de 65 ans, qui étaient plus au courant, mais que ces plus de 65 ans étaient plus réticents. Il y en avait 16% qui ne veulent pas, 16% qui ne veulent pas y penser. 21% des personnes âgées considèrent que ce n'est pas légitime de rédiger des directives. Il y a des réticences qu'il faut pouvoir entendre. Et puis, voilà, je rajouterai aussi un autre point, ça a été évoqué implicitement, c'est le rite de deuil. Et nous, à SOS Famille, nous sommes très souvent interrogés par des personnes lourdement endeuillées et nous les encourageons à vivre des rites de deuil. Ils ont été escamotés dans l'Hexagone, peut-être moins d'ailleurs dans d'autres territoires de la République. Et ces rites de deuil sont extrêmement importants, notamment pour les enfants. Et on sait bien la souffrance de celui qui ne peut pas toucher, approcher le corps. Donc on encourage souvent des adultes à faire confiance à la capacité d'un enfant de réaliser la mort. Et de réaliser la mort qui s'apprend peut-être avec la mort d'un animal familier quand il est tout petit, mais qui peut s'apprendre aussi auprès de grands-parents et arrière-grands-parents. Ça, c'est majeur. Et peut-être qu'il faudrait qu'on réinvente des rites de deuil. On en vit des rites républicains quand il y a des événements dramatiques. Est-ce qu'on peut le vivre au plan familial? Voilà. Je rajouterai, pour terminer et conclure, je suis un des porte-parole de Soulager mais pas tuer, qui a été parrainé par Philippe Pozzo di Borgo. Vous connaissez le héros de Intouchable. Et Philippe nous dit que lorsqu'il était désespéré, après sa tétraplégie, on lui aurait proposé le suicide, il l'aurait accepté.
Voilà. Et que, par contre, heureusement que vous ne m'avez pas pris au mot, je cite, de ma désespérance. Et ça, c'est tout l'enjeu complexe. Qui est de dire, est-ce qu'on peut laisser aussi une personne traverser ces formes de ravin de la mort, de désespérance, pour vivre aussi, dans sa fin de vie, parfois, ce que la sagesse populaire appelait ces temps de rémission, qui sont assez stupéfiants. Et je pense qu'on avait tous été témoins de personnes qui étaient désespérées, mais qui retrouvent à un moment une capacité de relation, quelques instants, quelques jours, extrêmement importants. Et donc, je reboucle avec la question dont on ne meurt pas forcément tout seul, on peut l'espérer, dans les liens avec les autres. Et que peut-être une parole puisse être donnée, emportée d'un père, d'un grand-père, d'un conjoint, d'un enfant, qui puisse être aussi une façon de socialiser la mort avant et après par des rites de deuil. Il nous semble que c'est majeur pour ne pas concevoir les personnes comme simplement seules et isolées, abandonnées à elles-mêmes. Puis je vous demande pardon si j'ai laissé à croire que dans les EHPAD on euthanasiait. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. J'ai voulu dire qu'il y avait une grande fragilité, et je crois que vous la connaissez, vous l'avez étudiée, et peut-être aussi un manque considérable de présence soignante, et ça nous concerne tous, hein, les aidants de proximité, les familles. Et il s'agit d'un jeu de solidarité, et je plaide pour que justement les personnes âgées en EHPAD soient accompagnées par des soins appropriés, puis un accompagnement de leurs proches qui est bien sûr très nécessaire, on en est tous convaincus. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Merci monsieur.